Carl Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient, chapitre 2 de la deuxième partie, l'anima et l'animus. Chez les primitifs, ce sont les esprits du père et de la mère qui, de tous les esprits agissants, présentent pratiquement la plus grande importance. C'est pourquoi le culte des ancêtres, universellement répandu et originellement destiné à apaiser les revenants, se transforma à un stade supérieur de civilisation en une institution essentiellement morale et éducative, en Chine par exemple. Les parents sont évidemment pour l'enfant les êtres les plus proches et les plus influents, mais à l'âge adulte, cette influence devra avoir été surmontée. L'adolescent, dans son processus d'émancipation, se posera en s'opposant. Il s'efforcera de minimiser les influences reçues, c'est-à-dire qu'il refoulera et dissociera les séquelles psychologiques de son éducation. Les imagines parentales se trouveront donc encore plus, si faire se peut, niées et refoulées hors du conscient. Et elles se verront même aisément grevées à cause des effets contraignants qui émanaient d'elles et qui souvent persistent, d'un indice péjoratif. Ces circonstances concourent à fixer les imagines parentales dans une extériorité psychologique où elles restent étrangères. Or, pour l'homme adulte, ce qui à l'avenir va remplacer les parents en tant qu'influence de l'ambiance immédiate, c'est la femme. La femme est la compagne de l'homme. Elle fait partie de sa vie et lui appartient. Étant sensiblement du même âge que lui, elle partage son existence et ses préoccupations. Elle ne le surpasse ni en âge, ni en autorité, ni en force physique. Elle n'en constitue pas moins un facteur majeur d'influence qui se cristallise, comme celui des parents, en une imago de nature relativement autonome. Pourtant, cette imago, à l'opposé de celle des parents, ne doit pas être dissociée, mais devra être maintenue associée au conscient de l'homme. La femme, avec sa psychologie si différente de celle de l'homme, est pour lui, et a toujours été, une source d'information sur des chapitres à propos desquels l'homme n'a ni regard ni discernement. Elle peut être pour lui source d'inspiration. Ses potentialités d'intuition souvent supérieures à celles de l'homme lui permettent de donner à celui-ci d'utiles avertissements et son sentiment, qui est axé sur les particularités personnelles, peut lui indiquer des voies qui resteraient fermées au sentiment de l'homme, qui lui est peu orienté et attiré vers les plans personnels. Ce que Tacite dit de la femme germanique est à ce point de vue parfaitement pertinent. Ici réside à coup sûr une des principales sources de la qualité féminine de l'âme masculine, mais elle ne semble pas être la seule. Aucun homme en effet n'est si totalement masculin qu'il soit dépourvu de tout trait féminin. En fait, au contraire, des hommes précisément très mâles possèdent une vie du cœur, une vie intime très tendre et très vulnérable, que certes ils protègent et cachent de leur mieux, bien qu'on ait souvent tort de voir en elle une faiblesse féminoïde. Il semble admis une fois pour toutes que c'est une vertu chez l'homme de refouler tout trait féminin autant que faire se peut. De même que pour la femme, jusqu'à présent du moins, le genre homas était peu apprécié. Le refoulement par l'homme de ses tendances et de ses traits féminins détermine naturellement l'accumulation de ses besoins et de leurs exigences dans l'inconscient. L'imago de la femme qui figure l'âme dans l'homme en devient tout aussi naturellement le réceptacle, et c'est pourquoi l'homme, dans le choix de la femme aimée, succombe souvent à la tentation de conquérir précisément la femme qui correspond le mieux à la nature particulière de sa propre féminité inconsciente. Il aspirera ainsi à trouver une compagne qui puisse recevoir avec aussi peu d'inconvénients que possible la projection de son âme. Quoiqu'un tel choix amoureux soit le plus souvent considéré et éprouvé comme le cas idéal, il n'en résulte pas moins que l'homme de la sorte peut épouser l'incarnation visible de la faiblesse la plus insigne. Là se trouve l'explication de bien des mariages disparates et surprenants. Donc me semble-t-il, à côté de l'influence de la femme,
c'est la féminité propre de l'homme qui explique le fait de la féminité de l'ensemble complexe que l'on dénomme son âme. Il ne saurait s'agir là d'un de ces hasards linguistiques, comme par exemple celui qui fait qu'en allemand le soleil, dit Sonne, est du genre féminin, alors qu'il est du genre masculin dans d'autres langues. Le témoignage de la féminité de l'âme masculine nous est apporté par l'art de tous les temps et en outre par la célèbre interrogation « La femme a-t-elle une âme ?» La plupart des hommes possédant le moindre sens psychologique saisissent ce qu'entend Rider Haggard quand il parle de « celle qui doit être obéie » ou encore « quelle corde vibre en eux quand ils lisent la description que fait Pierre Benoît d'Antinéa ». Ils connaissent aussi d'habitude quel est le genre de femme qui incarne le mieux de ce côté de leur nature qui pour être secret n'en est que plus clairement pressenti. La large diffusion et le succès que rencontrent précisément de tels ouvrages indiquent qu'il réside à coup sûr dans cette image de l'anima féminine de l'homme un facteur supra-individuel qui ne doit pas une existence éphémère à quelque unicité individuelle, mais qui au contraire a quelque chose de typique plongeant des racines profondes en quelques lieux, par-delà les liens superficiels visibles auxquels je viens de faire allusion. Rider Haggard dans She et Pierre Benoît dans l'Atlantide, en soulignant l'aspect historique des personnages incarnant l'anima, se sont faits, sans malentendu possible, les interprètes de cette notion intuitive. Il n'est pas d'expérience humaine, on le sait, et aucune expérience n'est d'ailleurs possible, sans l'adjonction d'une disponibilité subjective. Mais en quoi consiste et où réside cette disponibilité subjective à l'expérience ? Elle consiste, en dernier recours, en une structure psychique innée qui est le facteur permettant à l'homme, en toute généralité, de faire et de vivre une telle expérience. Ainsi, toute la nature de l'homme présuppose la femme et sa nature, aussi bien physiquement que psychiquement. Le système vivant appelé homme est a priori adapté à la femme, axé sur la femme de la même façon qu'il est préparé à vivre dans un certain monde où se rencontrent l'eau, la lumière, l'air, le sel, les hydrates de carbone, etc. La forme et la nature du monde dans lequel l'être naît et grandit sont innées et préfigurées en lui sous forme d'images virtuelles. Ainsi, les parents, la femme, les enfants, la naissance et la mort sont innés en lui sous forme de disponibilité psychique préexistante, sous forme d'images virtuelles. Ces catégories évidemment de nature collective sont les images des parents, de la femme et des enfants en général, par-delà la prédestination individuelle et préalable à celle-ci. Tant que ces images, de virtuelles qu'elles étaient, ne sont pas meublées de contenus déterminés par le vécu, il faut les penser comme des cadres vides. À cause de cela, elles demeurent invisibles et inconscientes. Elles n'acquièrent teneur et par conséquence influence sur le sujet, et finalement conscience qu'en tombant en concordance avec une donnée vécue. Alors, se produit en un lieu quasi géométrique, point de recoupement de la disponibilité intérieure et du concret extérieur comme un point d'impact. Sous ce choc révélateur, la disponibilité inconsciente se trouve éveillée à la vie. Ces images virtuelles sont comme le sédiment de toutes les expériences vécues par la lignée ancestrale. Elles en sont le résidu structurel, non les expériences elles-mêmes. C'est du moins ce que nous permettent de conjecturer nos connaissances dans leur état actuel. Je dois avouer n'avoir encore jamais trouvé de preuves irréfutables témoignant de la transmission héréditaire des images souvenirs. Je n'en considère pas moins qu'en marge des sédiments collectifs qui ne contiennent aucune particularité individuelle, il n'est pas absolument exclu que puissent exister aussi certains souvenirs individuels et hérités. Dans l'inconscient de l'homme, il réside de façon héritée une image collective de la femme à l'aide de laquelle il appréhende l'essence féminine. Cette image héritée est la troisième source importante de la féminité de l'âme masculine. Comme le lecteur l'a déjà compris, il ne s'agit nullement dans cet exposé d'un concept philosophique ou religieux de l'âme.
mais de l'acceptation psychologique de l'existence d'un complexe psychique demi-conscient possédant un fonctionnement partiellement autonome. Évidemment, cette constatation possède des points de contact avec un concept philosophique ou religieux de l'âme, dans l'exacte mesure où la psychologie est en relation avec la philosophie ou la religion. Loin de moi l'idée de m'engager ici dans une dispute entre les facultés et de tenter de montrer aux philosophes et aux théologiens en quoi consiste au fond ce qu'ils entendent par le mot âme. Pourtant, force m'est d'interdire à l'un comme à l'autre de prétendre prescrire aux psychologues ce qu'ils devraient entendre sous ce terme. La qualité de l'immortalité personnelle que les conceptions religieuses confèrent volontiers à l'âme, voilà un aspect que la science ne peut retenir que comme indice psychologique qui, pour elle, relève de la notion même de l'autonomie de l'âme. Dans les conceptions primitives, l'âme ne va pas toujours de pair avec la qualité de l'immortalité personnelle, ni même avec celle de l'immortalité en soi. Abstraction faite de cette dernière, qui est une de ces notions inaccessibles à la pensée scientifique, que signifie l'immortalité? Dans une acception psychologique, l'immortalité veut tout d'abord et tout simplement désigner une activité psychique qui transgresse les frontières du conscient. Par-delà la tombe ou la mort est psychologiquement synonyme de par-delà le conscient. Cela d'ailleurs ne saurait avoir d'autre signification, puisque l'immortalité est toujours proclamée par un homme vivant qui, précisément comme vivant, ne saurait valablement discourir de ce qui est situé dans l'au-delà. L'autonomie du complexe de l'âme sous-tend naturellement et renforce la représentation d'une entité invisible, personnelle, vivante en apparence dans un monde différent du nôtre. Dans la mesure où l'activité de l'âme est ressentie comme la vitalité d'un être indépendant, qui ne semble pas même lié à notre propre corporalité éphémère, la représentation peut facilement prendre force que cet être, dans l'absolu, existe en soi, peut-être dans un monde de choses invisibles. Toutefois, on ne voit pas dès l'abord, sans autre forme d'explication, pourquoi l'invisibilité d'un être indépendant serait en même temps synonyme de son immortalité. L'attribut de l'immortalité tire sans doute son origine d'un autre fait déjà cité, à savoir l'aspect historique singulier de l'âme. Rider Haggard a donné une des meilleures descriptions que je connaisse de ce caractère dans Shi. Lorsque les bouddhistes disent qu'en progressant sur la voie de la perfection grâce à l'intériorisation et à la contemplation, il se produit une réminiscence et une rémémoration d'incarnations passées, il se rapporte sans doute à la même donnée psychologique de base, avec cette différence toutefois qu'ils attribuent la composante historique non pas à l'âme elle-même, mais au soi. Il est entièrement conforme à l'attitude mentale extravertie telle qu'elle a régné jusqu'à maintenant en Occident, d'attribuer intuitivement et sentimentalement et aussi traditionnellement l'immortalité à une âme que l'on sépare plus ou moins du moi correspondant, séparation qui est d'ailleurs soulignée par les qualités et les potentialités féminines de l'âme masculine. Il serait profondément logique que de chez nous en Occident, grâce à un approfondissement de la culture introvertie de l'esprit jusqu'ici négligé, se produisit une transformation qui rapprocha notre vie mentale de la forme d'esprit oriental, l'attribut de l'immortalité passant de l'entité ambiguë de l'âme, figure de l'anima, au soi. Car pour l'essentiel, c'est bien la surestimation de l'objet extérieur, matériel, qui suscite dans l'intérieur de l'homme la constellation d'une figure spirituelle et immortelle, naturellement à une fin de compensation et d'autorégulation. Au fond, la composante historique n'adhère pas seulement à l'archétype de la féminité, mais d'une façon générale à tous les archétypes, c'est-à-dire à tous les éléments hérités du corps comme de l'esprit. Notre vie est bien fondamentalement la même que celle qui se poursuit depuis les temps immémoriaux. En tout cas, dans le sens où nous l'entendons ici, elle ne présente pas un caractère éphémère, car les mêmes décours physiologiques et psychologiques qui constituaient la vie de l'homme depuis des centaines de millénaires durent toujours,
et confèrent au sentiment intérieur l'intuition la plus profonde d'une continuité éternelle du vivant. Notre soi, en tant que quintessence de tout notre système vivant, non seulement renferme la sédimentation et la somme de toute la vie vécue, mais il est aussi et la matrice et la semence et la source et l'humus créateur de toute vie future, dont la préscience enrichit le sentiment tout autant que la connaissance du passé historique. C'est de ces données psychologiques de base, de ces fondements tournés à la fois vers le passé et vers l'avenir, que se dégage avec légitimité l'idée de l'immortalité. Le monde oriental, dans sa conception des choses et de l'univers, ignore la notion de l'anima telle que je l'ai établie. Il ignore aussi, ce qui est logique, la notion d'une persona. Cela ne me semble pas dû au hasard, car j'y ai fait allusion plus haut. Il existe une relation compensatoire entre la persona et l'anima. La persona est un ensemble compliqué de relations entre la conscience individuelle et la société. Elle est adaptée aux fins qui lui sont assignées, une espèce de masque que l'individu revêt ou dans lequel il se glisse ou qui, même à son insu, le saisit et s'empare de lui, et qui est calculé, agencé, fabriqué de telle sorte, parce qu'il vise d'une part à créer une certaine impression sur les autres, et d'autre part à cacher, dissimuler, camoufler la nature vraie de l'individu. Qu'il soit superflu de cacher sa vraie nature, seul peut le prétendre celui qui s'identifie à sa persona à un tel degré qu'il se tient au demeurant dans une ignorance profonde de lui-même. Et de même, peut seul imaginer inutile de faire une certaine impression sur les êtres de son entourage, celui qui méconnaît la nature vraie des humains qui l'entourent. La société attend et se doit d'attendre de chaque individu qu'il assume et joue de façon aussi parfaite que possible le rôle qui lui est imparti. Ainsi, par exemple, d'un individu qui est un pasteur, la société escompte non seulement qu'il assume sans heurts les obligations de sa charge, mais aussi qu'il soit à tout moment et en toutes circonstances impeccablement dans la peau du personnage du pasteur. La société exige cela comme une sorte de garantie et de sécurité, que chacun demeure à sa place et se cantonne dans son domaine. Celui-ci est cordonnier et cet autre poète. Nul n'est venu d'être à la fois l'un et l'autre. Il ne semble d'ailleurs pas recommandable d'être les deux à la fois, car on devient vite suspect. Cela a quelque chose d'inquiétant, car un tel homme ne répond plus à la norme habituelle. Il diffère des autres et excite la défiance. Dans le monde universitaire, on le qualifierait de dilettante. Dans le monde politique, d'homme aux réactions imprévisibles. Du point de vue religieux et pour les dévots, ce serait un esprit libre. Bref, face à la société convaincue que seul le cordonnier, qui n'est point poète, fait des chaussures selon les règles de l'art, il serait un individu peu sérieux, un fumiste, suspect d'insuffisance et d'impréparation. Ainsi, il est important dans la pratique qu'une personnalité se montre sous une seule étiquette, car la société qui ne connaît que l'homme moyen sait que celui-ci doit déjà se concentrer sur une seule occupation pour faire quelque chose de valable et de présentable, et que s'il s'éparpille sur deux, c'en est déjà en général trop pour lui. Notre société est incontestablement construite à partir de tels stéréotypes. Rien d'étonnant donc à ce que pour quiconque veut arriver, il soit nécessaire d'en tenir compte. Or naturellement, en tant qu'individualité, personne ne peut satisfaire entièrement cette attente, et chacun se voit confronté inéluctablement avec la nécessité d'édifier une personnalité artificielle. Les exigences d'un conformisme non choquant et des bonnes mœurs apportent leur contribution à la fabrication d'un masque présentable et acceptable. Derrière ce masque se développe ce qu'on appelle la vie privée. Cette séparation archi-connue du conscient en deux frères siamois différents entre eux jusqu'au ridicule représente une opération psychologique profonde qui ne peut pas rester sans conséquence pour l'inconscient. L'élaboration d'une persona soumise aux normes collectives auxquelles elle satisfait constitue une concession énorme au monde extérieur,
un vrai sacrifice de soi-même qui contraint directement le moi à s'identifier avec la persona, de sorte qu'il existe réellement des individus qui croient être ce qu'ils représentent. Mais l'absence d'âme inhérente à une telle attitude ne peut être qu'apparente, l'inconscient ne tolérant en aucune façon semblable déplacement du centre de gravité. Quand nous examinons d'un œil critique de pareils cas, nous découvrons rapidement que l'admirable façade est en fait compensée par une vie privée, entre guillemets. Le pieux Drummond s'est plaint un jour que la mauvaise humeur fut le vice des gens dévots. Naturellement, quiconque se paie le luxe d'édifier un personnage survalorisé et trop avantageux récoltera en échange les humeurs d'une émotivité trop irritable. Bismarck avait des crises de larmes hystériques. La correspondance de Wagner abonde en détail sur les rubans de soie de ses robes de chambre. Nietzsche écrivait des lettres à un cher lama. Goethe s'entretenait avec Eckermann. Mais il survient aussi des événements plus subtils que ces faiblesses banales, que ces lapsus des grands hommes. Je fis une fois la connaissance d'un homme admirable, digne en tout point de respect. On aurait pu facilement dire de lui que c'était un saint. Nous passâmes 3 jours ensemble, durant lesquels je l'observais à la dérobée, sans pouvoir découvrir en lui la moindre de ces insuffisances qui caractérisent le commun des mortels. À ce contact, je sentis grandir en moi jusqu'à éteindre des dimensions menaçantes un sentiment d'infériorité, et je commençai à penser sérieusement à la nécessité de m'améliorer lorsque, le 4e jour, sa femme manifesta le désir de me consulter. Depuis cette rencontre, je me suis trouvé de temps en temps dans des situations analogues, mais je ne me suis plus laissé prendre aux apparences de la sainteté, car j'avais ainsi appris et compris qu'un homme qui s'identifie à sa persona peut, sans y prendre garde, laisser dégouliner et glisser sur sa femme tous les éléments de sa propre psychologie qui le gênent et qu'il voudrait rejeter. Sa femme les incarnera et les vivra sans qu'il le remarque. Souvent, sans avoir une claire conscience des causes de ce qui lui arrive, elle paiera son sacrifice d'elle-même du prix d'une lourde névrose. Ces identifications avec le rôle social constituent d'ailleurs une source abondante de névrose. Ce n'est pas sans dégâts et sans en être cruellement puni que l'homme peut s'aliéner lui-même au profit d'une personnalité artificielle. Déjà, la moindre sollicitation à l'adresse de l'homme intérieur dans ce sens et le moindre abandon de l'homme extérieur à une telle démarche déterminent dans tous les cas banals des réactions inconscientes, des humeurs, des affects, des peurs, des représentations obsédantes, des faiblesses ou des vices. L'homme qui, dans la vie sociale, se présente comme l'homme fort, l'homme de fer, est bien souvent dans la vie privée en face de ses sentiments et de ses états d'âme comme un enfant. La discipline qu'il affiche et qu'il exige tout particulièrement des autres se trouve, sur le plan privé, honteusement et caricaturalement contredite et bafouée. Son allant au travail, sa disponibilité professionnelle, son amour du devoir ont, dans le cadre de son foyer, un visage mélancolique. Sa morale officielle exemplaire a, quand on soulève le masque, bien singulière allure. Et nous nous référons ici moins aux actes qu'aux mouvements de l'imagination. D'ailleurs, les femmes de tels hommes pourraient nous en apprendre beaucoup sur leur compte. Quant à leur fameux altruisme, leurs enfants sont en général bien placés pour en connaître la valeur. Dans la mesure où le monde sollicite insidieusement l'individu de s'identifier avec son masque, et dans la mesure où l'individu succombe à ses séductions, celui-ci sera livré aux influences qui émanent du monde intérieur, et il en sera le plus souvent victime. Le haut repose sur le bas, dit Lao Tse. Lorsque l'individu s'identifie à son masque, la contradiction sourd de l'intérieur de lui-même et agit sur le moi. Tout se passe comme si l'inconscient opprimait le moi avec une puissance égale à celle avec laquelle la persona attire ce moi, comme si la soumission aux sollicitations extérieures et aux séductions de la persona signifiait une faiblesse analogue face aux forces intérieures et au pouvoir de l'inconscient.
Tandis que l'individu assume dans son rapport avec le monde le rôle d'une personnalité forte et efficace, se développe au fond de lui une faiblesse efféminée en face de toutes les influences qui émanent de l'inconscient. Il est de plus en plus enclin à des caprices, des humeurs, des accès de frayeur. Il n'est pas jusqu'à sa sexualité qui ne s'effémine, ce qui peut culminer dans une impuissance. Ainsi donc, la persona, l'image idéale de l'homme tel qu'il devrait et voudrait être, se trouve intérieurement de plus en plus compensée par une faiblesse toute féminine. Et dans la mesure où extérieurement il joue l'homme fort, intérieurement il se métamorphose en une manière d'être féminoïde, que j'ai appelée anima. Car c'est alors l'anima qui s'oppose à la persona. Or pour la conscience extravertie, l'intériorité demeure obscure et invisible. En outre, l'individu peut d'autant moins percevoir ses propres faiblesses qu'il s'identifie davantage à sa persona. Dès lors, on comprend que l'anima, le pôle opposé à la persona, persiste relégué dans l'obscurité la plus totale, dans une nuit impénétrable à la conscience. C'est pourquoi l'anima se trouvera automatiquement projeté, processus qui fera passer le héros sous la pantoufle de sa femme. Si la puissance de cette dernière s'accroît considérablement, comme cela est alors coutumier, si elle exerce une domination trop absolue sur l'homme, elle supportera mal cet accroissement de force potentielle dont elle ne sait que faire et dans laquelle elle s'empêtre. Elle développe alors un complexe d'infériorité, témoigne corrélativement d'un comportement de qualité inférieure, ce qui en retour apporte à l'homme la preuve bienvenue que ce n'est pas lui, le héros, qui dans la vie privée manque de classe et de capacité, mais que c'est bel et bien sa femme. Celle-ci, abstraction faite de sa propre incapacité, voire de sa nullité, récupère alors au moins cette illusion, si séduisante au cœur de la majorité des femmes, d'avoir épousé un héros. C'est ce jeu réciproque, ce va-et-vient de chimères que l'on appelle bien souvent contenu d'une vie. Comme il est indispensable en vue de l'individuation, de la réalisation de soi-même, qu'un être apprenne à se différencier de l'apparence qu'il a incarnée aux yeux des autres et à ses propres yeux, de même, il est indispensable dans un but identique qu'il prenne conscience du système interrelationnel invisible qui relie son moi et son inconscient, à savoir son anima, afin également de pouvoir se différencier d'elle. Car on ne peut se différencier de quelque chose d'inconscient. Pour ce qui est de la persona, il est naturellement relativement simple de faire percevoir clairement à quelqu'un que sa fonction et lui sont deux choses différentes. Pour ce qui est de l'anima, par contre, on ne parvient à se différencier d'elle qu'au prix des plus grandes difficultés et des plus grands efforts, pour la bonne raison précisément qu'elle est invisible et difficilement discernable. On a même tout d'abord le préjugé que tout ce qui montre de l'intérieur, tout ce qui monte de l'intérieur, émane des fondements les plus intimes et participe au prestige de sa propre essence. Notre homme fort nous concédera peut-être qu'il témoigne effectivement dans sa vie privée d'une absence un tantinet inquiétante de discipline, mais il enchaînera en nous disant que c'est là précisément sa faiblesse, de laquelle il se déclare en quelque sorte solidaire. Il y a dans cette attitude un héritage culturel qu'il ne faut pas sous-estimer. Si notre homme fort reconnaissait en effet que sa persona idéale est responsable de son anima, qui n'est rien moins qu'idéal, ses idéaux s'en trouveraient ébranlés. L'image qu'il se fait du monde deviendrait ambiguë, et il se convertirait en une énigme pour lui-même. En face du problème du bien et du mal, il serait saisi d'une incertitude et, fait plus grave encore, il serait amené à révoquer en doute la validité de sa bonne volonté. Si l'on pense combien de présupposés historiques puissants conditionnent notre conception la plus intime de la bonne volonté, on comprendra qu'il est plus agréable dans le sens de la conception générale des choses qui a prévalu jusqu'ici, de s'accuser d'une faiblesse personnelle plutôt qu'attenter à des idéaux vénérables.
Or, les facteurs inconscients sont des données qui exercent des pouvoirs tout aussi conditionnants que les forces et les grandeurs qui réalisent la vie de la société. Et les premiers sont aussi collectifs que les secondes. Dès lors, de même que je puis distinguer ce que ma fonction exige et attend de moi de ce que je veux, je puis apprendre à faire la distinction entre ce que je veux et ce que mon inconscient a tendance à m'imposer. Certes, tout d'abord on arrivera à appréhender que les exigences incompatibles qui émanent de la vie intérieure et de la vie extérieure, et le moi se sentira coincé entre ces exigences incompatibles comme entre marteau et enclume. Mais en face du moi, plus précisément en marge de ce moi et à côté de lui, de ce moi qui n'est le plus souvent qu'un jouet ballotté au gré des exigences extérieures, il existe une autre instance, difficile à déterminer et à préciser, que l'on serait tenté de nommer en invoquant la conscience morale. Cependant, je suis contraint de renoncer à cette dénomination, ce qui est d'ailleurs fort dommage car, prise dans son acception la meilleure, elle désignerait à la perfection l'instance dont je veux parler. En effet, Spittler a décrit avec un humour insurpassable ce qui est advenu de la conscience morale. C'est pourquoi il est infiniment préférable, à cause de la proximité de sa signification abâtardie, d'éviter ce terme. Il vaut mieux se représenter ce jeu et cette opposition tragique des contraires existant entre l'intérieur et l'extérieur, en se disant qu'il s'agit au fond de l'énergétisme même inhérent à tout processus vital, et que cette opposition des contraires est inéluctable pour l'autorégulation. Aussi diverses que soient ces puissances contraires, dans leur apparence comme dans leur finalité, elles n'en veulent pas moins tout de même au fond la vie de l'individu. Elles oscillent à partir d'un centre, la faisant osciller avec elles. Précisément parce que ces tendances contraires sont secrètement et souterrainement en rapport les unes avec les autres. Elles sont susceptibles de trouver leur accord dans une certaine moyenne, dans un certain compromis, qui en quelque sorte nécessairement sourd volontairement ou involontairement de l'individu lui-même, ce dont ce dernier ne peut pas ne pas avoir une certaine prescience intuitive. Chacun a un sentiment de ce qui devrait être, de ce qui pourrait être, de ce qu'il devrait être. Ne pas tenir compte de cette intuition, s'en écarter et s'en éloigner, c'est faire fausse route, c'est s'engager dans la voie de l'erreur, et à plus ou moins long terme, déboucher dans la maladie. Ce n'est certainement pas dû au hasard si nos notions modernes de personnalité et de personnel viennent du mot persona, tout aussi bien que je puis dire de mon moi qu'il m'est personnel ou qu'il constitue une personnalité, je puis dire de ma persona qu'elle est aussi une personnalité et je puis m'identifier plus ou moins avec elle. Certes, si je m'identifie à ma persona, j'aurai dès lors deux personnalités, celle de mon moi et celle de ma persona. Le fait ne doit pas nous sembler autrement singulier puisqu'aussi bien tout complexe autonome, et ne fût-il même que relativement autonome, présente la particularité de surgir sous forme d'une personnalité, c'est-à-dire de surgir sur l'écran du fond mental personnifié. C'est dans les manifestations dites spirites, comme par exemple l'écriture automatique, qu'on peut le plus aisément constater ces phénomènes. Les phrases écrites sont toujours des déclarations personnelles, énoncées dans la forme personnelle qu'emploierait un moi, comme si derrière chaque fragment de phrase émise existait une personnalité qui en serait l'auteur. C'est pourquoi la raison naïve pense aussitôt à des esprits. On peut observer des faits analogues, on le sait, dans les hallucinations des malades mentaux, encore plus clairement que par les phrases de l'écriture automatique. Il s'agit alors souvent de pensées ou de fragments de pensées, dont le lien et l'appartenance à la personnalité consciente du malade sautent aux yeux sans difficulté ni mystère. La tendance des complexes relativement autonomes à surgir en se personnifiant est aussi le motif pour lequel la persona apparaît tellement personnifiée que le moi se met facilement à douter et à se demander, s'abusant aisément, quelle est sa vraie personnalité. Tout ce que nous venons de dire des complexes autonomes en général et de la persona en particulier
s'applique également à l'anima. Elle aussi est une personnalité. Et c'est pourquoi elle est si aisément projetée sur une femme. Plus précisément, il faut dire de l'anima qu'elle est toujours projetée tant qu'elle est inconsciente, car tout ce qui est inconscient est projeté. Le premier réceptacle de l'image de l'âme pour l'homme est pratiquement toujours la mère. Plus tard, les réceptacles qui apporteront à l'homme un reflet vivant de son anima seront les femmes qui font vibrer les sentiments de l'homme, que ce soit d'ailleurs indifféremment dans un sens négatif ou positif. C'est parce que la mère est le premier réceptacle de l'image de l'âme que l'émancipation du fils et la séparation d'avec la mère représentent un tournant évolutif tout aussi important que délicat et de la plus haute portée éducative. C'est pourquoi nous trouvons déjà chez les primitifs un grand nombre de rites qui organisent les modalités de cette séparation. L'arrivée à l'âge adulte et la séparation extérieure d'avec la mère ne suffisent pas. Il faut encore toutes sortes d'initiations masculines décisives très particulières, des cérémonies opérant une renaissance pour parfaire efficacement la séparation de l'individu d'avec sa mère et par voie de conséquence d'avec son enfance. Alors que le père, en protégeant l'enfant contre les dangers de la vie extérieure, devient de la sorte pour le fils un modèle de la persona, la mère constitue pour lui une sauvegarde contre les dangers qui peuvent surgir des mondes obscurs de l'âme. C'est pourquoi, dans les initiations masculines, l'initié sera instruit des choses de l'au-delà, ce qui doit le mettre en état de se passer de la protection de la mère. L'adolescent qui grandit dans la civilisation actuelle se voit privé, en dépit de toute la primitivité qui demeure en lui, de ces mesures éducatives qui étaient au fond très remarquables. Il s'ensuit que l'anima, en jachère sous forme de l'imago de la mère, va être projeté en bloc sur la femme, ce qui va avoir pour conséquence que l'homme, dès qu'il contracte mariage, devient enfantin, sentimental, dépendant et servile, ou dans le cas contraire, rebelle, tyrannique, susceptible, perpétuellement préoccupé du prestige de sa prétendue supériorité virile. Cette dernière attitude, naturellement, n'est faite que du renversement de la première. L'homme moderne n'a rien trouvé qui remplace la protection contre l'inconscient que la mère apportait, que la mère signifiait. C'est pourquoi il modèle inconsciemment son idéal du mariage de telle sorte que sa femme soit amenée si possible à pouvoir assumer le rôle magique de la mère. Sous le couvert protecteur du mariage idéal, exclusif, il cherche au plus profond de lui-même protection auprès d'une mère, tendant dangereusement la perche à l'instinct possessif de la femme. Sa crainte et son angoisse en face des obscurités insondables et des forces imprévisibles de l'inconscient confèrent à la femme une puissance illégitime et soudent le ménage en une communauté si intime que, à force de tensions intérieures, il menace en permanence d'éclater. À moins que l'homme, par protestation, ne prenne en face de cette surpuissance de la femme une attitude de contre-pied, ce qui entraînera d'ailleurs les mêmes conséquences. Mon avis est qu'il existe pour certains êtres d'aujourd'hui la nécessité de se différencier de leur persona et aussi de leur anima, et de percevoir clairement la différence entre leur moi, leur persona et leur anima. Comme notre conscient, conformément au style occidental, est pour l'essentiel orienté vers le monde extérieur et seulement réceptif à ce qui en vient, les éléments du monde intérieur gisent dans l'obscurité et demeurent dans l'ombre. Cette difficulté serait aisément surmontable si nous essayions d'observer et d'élaborer, avec un effort soutenu et un esprit critique, les matériaux psychiques qui apparaissent non pas dans la vie officielle, mais dans la vie privée. Cependant, comme nous avons l'habitude de taire avec une pudeur inflexible cet autre côté de nous-mêmes, nous tremblons même souvent devant notre propre épouse à l'idée qu'elle pourrait nous trahir, et comme si nos faiblesses viennent à être découvertes, nous n'avons plus que la possibilité de les avouer et de nous en repentir. La seule solution et la seule méthode éducative en honneur de nos jours consiste à opprimer et à refouler nos faiblesses autant que faire se peut, ou à tout le moins à les dérober aux yeux du public. Ce faisant,
nous demeurons gros gens comme devant. Pour expliquer et pour illustrer ce qu'il conviendrait au fond de faire, je prendrai l'exemple de la persona. Et si je choisis la persona, c'est que pour nous autres occidentaux, tout en elle est visible et limpide, alors que tout ce qui concerne l'anima demeure dans l'obscurité. Quand l'anima se met avec une insistance inquiétante à la traverse des intentions les meilleures du conscient, suscitant une vie privée qui contraste de la façon la plus pénible avec le clinquant et les dorures de la persona, les choses se passent comme si, toute proportion gardée, un homme naïf qui n'aurait pas la moindre idée de la persona et des nécessités de la vie sociale commettait dans le monde les impairs les plus malencontreux. En fait, il existe aussi des êtres qui ne possèdent qu'une persona sous-développée, ou même pour ainsi dire, pas de persona du tout. Des Canadiens qui ignorent la politesse trop raffinée des Européens. Ils sont comme des ours mal léchés qui, d'une gaffe, passent à la balourdise, totalement innocents de l'une comme de l'autre, sinon inoffensifs. Ce sont des gaffeurs impénitents, tellement pleins de trémolos sentimentaux qu'on n'arrive pas à leur en vouloir. Ils sont comme des enfants touchants. S'il s'agit de femmes, ce seront des créatures que leur manque de tact fera craindre, qui mettent les pieds dans le plat et jouent les Cassandres, et éternelles incomprises qui ne savent pas ce qu'elles font, présupposant toujours qu'il leur sera pardonné, des créatures qui s'exilent en ne voyant pas le monde et en lui substituant leurs rêves. Ce sont là des cas qui peuvent nous montrer les conséquences qu'entraîne une persona négligée, et qui nous permettent de voir ce qu'il importerait de faire pour remédier à de telles carences, car en effet, de tels êtres ne pourront éviter les déceptions et les souffrances de toutes sortes, les scènes et les brutalités dont ils risquent d'être victimes, qu'en apprenant à s'adapter au monde et comment il y a lieu de se comporter dans le monde. Ils doivent apprendre à comprendre qu'il y a dans le monde des facteurs et des personnes qui les dominent de très loin. Ils doivent se rendre compte de ce qu'ils font et de ce que leurs actes signifient pour autrui. Pour quiconque a développé sa persona de façon courante, cela ressemble au plan éducatif d'un jardin d'enfants. Mais si maintenant nous renversons les perspectives et si nous confrontons un sujet qui a une persona brillante avec l'anima et ses problèmes, et si nous prenons comme point de comparaison cet être dépourvu de persona que nous venons de décrire, nous verrons que le premier est aussi enfantin et désarmé en face de l'anima que le second en face du monde, et que le second, en revanche, est aussi familier avec le monde de son anima que le premier avec le monde. L'utilisation que ces deux individus font de leur connaissance peut naturellement être un abus, et l'est très probablement. Pour celui dont la vie se limite au plan de la persona en s'identifiant avec elle, la perspective de l'existence de réalités intérieures semble naturellement totalement inconcevable. Il se montre imperméable et impénétrable à cette dimension de la réflexion, tout autant que l'être doté d'une forte anima l'est à la réalité du monde. Monde qui, pour ce dernier, a tout au plus la valeur d'une cour de récréation amusante, voire fantastique. Or l'acceptation sans réserve des données que constituent les réalités intérieures est naturellement la condition sine qua non, le préalable indispensable de toute prise en considération sérieuse du problème de l'anima. Si en effet le monde extérieur ne me semble être qu'une fantasmagorie évanescente, il est certain que je ne m'astreindrai pas aux sérieux efforts nécessaires pour établir avec lui le système compliqué de relations et d'adaptation indispensables. Et de même pour la polarité inverse, l'idée que ce n'est qu'un songe creux ne pourra m'inciter à voir dans les manifestations de mon anima que des faiblesses stupides et sans intérêt. Si par contre je fais mien le point de vue que le monde est à l'extérieur et à l'intérieur, que la dignité du réel appartient tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, je suis bien contraint de concevoir, si je veux rester conséquent avec moi-même, les incompatibilités qui sourdent et les perturbations qui émergent de mon monde intérieur, comme les symptômes d'une adaptation insuffisante aux conditions de ce monde intérieur.
De même que l'oubli et que le refoulement moral ne suffisent pas à guérir les rebuffades et les coups que l'être exagérément naïf a reçus dans le monde, de même, il ne suffit pas de comptabiliser avec résignation ses faiblesses pour en supprimer les conséquences, car chaque faiblesse a ses causes, ses motifs, ses intentions, ses suites, au sein desquelles la volonté et la compréhension peuvent intervenir. Prenons l'exemple de cet homme, honorablement connu et sans tache, et qui a la réputation d'être un bienfaiteur, mais en face duquel sa femme et ses enfants vivent dans la crainte à cause de ses humeurs capricieuses imprévisibles et de ses explosions de colère. Quel rôle joue l'anima dans un cas de cette sorte? Pour l'observer, il suffit de laisser aux circonstances leur cours naturel. Sa femme et ses enfants s'éloigneront intérieurement de lui et lui deviendront étrangers. Une manière vide se constituera autour de lui. Sa réaction sera alors naturellement de se lamenter, de prendre le ciel à témoin de la dureté du cœur de sa famille, et il se comportera, si faire se peut, de façon encore plus nocive et extrême qu'avant. Le dépaysement deviendra dès lors total. Si notre homme sans reproche n'est pas abandonné de tous ses anges gardiens, il constatera après quelques délais son isolement, et dans sa solitude, il commencera à rechercher ce qui a amené la séparation, puis à comprendre et ses causes, et qu'il en est partiellement responsable. Étonné, il se demandera peut-être « Quel démon s'est donc emparé de moi ?» sans d'ailleurs sentir tout le sens de cette métaphore. Mais quoi qu'il en soit, cela suffit à déclencher des sentiments de regret, de repentir, des promesses réciproques de s'améliorer et d'oublier, bref, tout ce qu'il faut pour que le refoulement et ses pompes démarrent sur nouveaux frais, amenant au prochain tournant, une nouvelle explosion et une nouvelle crise. Manifestement, l'anima essaye d'imposer une séparation entre cet homme et sa famille. Naturellement, cette tendance à la séparation n'est dans l'intérêt d'aucun des partenaires. L'anima s'insinue entre cet homme et sa famille comme une amante jalouse qui veut détourner cet homme de sa cellule familiale. Certes, une fonction sociale exigeante ou quelque position honorifique avantageuse peut avoir le même effet. En ce cas, alors nous comprenons où réside la puissance de séduction. Mais quand c'est l'anima qui est l'instigatrice de ces crises, où puise-t-elle donc sa puissance attractive et fascinante? Si on raisonne par analogie avec ce qui se passe pour la persona et les avantages réels ou les privilèges extérieurs auxquels elle succombe, nous devons nous dire qu'il doit y avoir à l'arrière-plan des valeurs ou quelque autre motivation importante et influente, telles que des promesses implicites et séduisantes. Mais il nous faut nous garder dans de telles perspectives d'habitudes rationalisantes de pensée. On serait par exemple tout près de supposer que l'homme sans défaut est attiré par quelque autre femme. Cela d'ailleurs peut être le cas et peut être même utilisé par l'anima, qui trouve là un moyen on ne peut plus puissant de parvenir à son but. Il ne faudrait pas prendre un tel arrangement pour une fin en soi, car notre homme sans défaut et sans tache, qui s'est marié correctement selon les lois, pourrait tout aussi correctement divorcer de même, ce qui ne changerait strictement rien au problème fondamental. Ce dernier qu'il traîne avec lui et en lui aurait simplement changé de cadre. En effet, naturellement, ce genre d'arrangement est une méthode très fréquemment employée pour amener à leur terme des séparations latentes, et aussi pour obscurcir et retarder les solutions réelles. Il est donc plus raisonnable de ne pas supposer qu'une éventualité aussi flagrante représente le but dernier recherché par la séparation. Au contraire, il semble nécessaire et tout indiqué de rechercher les motifs cachés qui peuvent être à l'origine de la tendance séparatrice de l'anima. Le premier pas de cette recherche consiste en ce que je désire appeler l'objectivation de l'anima, à savoir l'interdiction catégorique de voir dans la tendance à la séparation l'expression d'une faiblesse personnelle du moi. Ce n'est que lorsque cela est établi que l'on peut en quelque sorte adresser à l'anima la question « Pourquoi recherches-tu cette séparation ?» Poser la question sur ce mode personnel a un gros avantage.
Ainsi, en effet, la personnalité de l'anima se trouve reconnue et acceptée, et une relation entre le moi et l'anima devient possible. Plus cette relation se fait intime et personnelle, mieux cela vaut. Naturellement, pour quelqu'un qui est habitué à un cheminement de pensée purement intellectuel et rationaliste, cette dialectique doit sembler ridicule et risible. Il serait certes plus qu'absurde que quelqu'un veuille entretenir une manière de dialogue avec sa persona qu'il sait ne constituer pour lui qu'un condensé de ses moyens relationnels à l'adresse de la société. Mais cela ne serait absurde que pour quelqu'un qui précisément possède une persona. Or, un être qui n'en possède pas est à cet égard en tout point comparable à un primitif qui, on le sait, n'a qu'un pied dans ce que nous appelons couramment le monde des réalités, alors que l'autre est dans le monde des esprits, lequel comporte pour lui une absolue réalité. Or, notre homme sans reproche est un Européen moderne dans le monde quotidien. Mais pour ce qui est du monde des esprits, il se situe au niveau d'un enfant des temps paléolithiques. C'est pourquoi il doit passer par une espèce d'école maternelle des temps préhistoriques pour y acquérir des notions saines et exactes à propos des facteurs et des puissances de cet autre monde. C'est pourquoi il fait bien de concevoir la figure de l'anima comme une personnalité autonome et de lui adresser des questions personnelles. Il faut élever ce dialogue avec l'anima à la hauteur d'une véritable technique. Chacun, on le sait, a la particularité et aussi l'aptitude de pouvoir converser avec lui-même. Chaque fois qu'un être se trouve plongé dans un dilemme angoissant, il s'adresse tout haut ou tout bas à lui-même la question « Qui d'autre pourrait-il donc interroger ? Que dois-je faire ?» Et il se donne même, ou qui donc la lui donne en dehors de lui, la réponse. Dans l'intention qui est la nôtre de sonder le plus profondément possible les fondements de notre nature, vivre en quelque sorte selon une métaphore n'est pas fait pour nous gêner. Que nous soyons capables, tout comme les nègres le font avec leurs serpents, de nous entretenir avec nous-mêmes, nous devons l'accepter comme un symbole de l'arriération primitive qui nous caractérise, ou de la spontanéité naturelle qui, Dieu merci, est encore présente en nous. La psyché n'étant en rien une unité, mais est en fait un assemblage de complexes contradictoires, nous n'avons guère de peine à réaliser la dissociation nécessaire à la confrontation dialectique avec l'anima. Tout l'art de ce dialogue intime consiste à laisser parler, à laisser accéder à la verbalisation le partenaire invisible, à mettre en quelque sorte à sa disposition momentanément les mécanismes de l'expression, sans nous laisser accabler par le dégoût que l'on ressent naturellement vis-à-vis de soi-même au cours de cette procédure qui semble un jeu d'une absurdité sans limite, et sans non plus succomber aux doutes qui nous assaillent à propos de l'authenticité des paroles de l'interlocuteur intérieur. Précisément, ce dernier point est techniquement important. Nous sommes en effet tellement habitués à nous identifier à la pensée qui sourd en nous que nous supposons toujours implicitement que nous l'avons fabriquée. En fonction d'un paradoxe bizarre, il faut d'ailleurs constater que ce sont souvent à juste titre les pensées les plus imprévues et les plus fantasques qui nous inspirent les plus grands sentiments de responsabilité subjective. Si nous avions davantage conscience des lois universelles et rigides auxquelles sont soumis tout aussi bien les fantasmes les plus échevelés et les plus extravagants, nous serions mieux en mesure de considérer ces contenus mentaux comme des décours objectifs, un peu comme des rêves, dont on ne prétend tout de même pas qu'ils sont des trouvailles volontaires et intentionnelles. Certes, il faut faire preuve d'une objectivité et d'une absence de préjugés peu communes pour tenter de donner à l'autre côté en soi-même l'occasion d'une activité psychique perceptible. Étant donné la tendance habituelle qui pousse le conscient au refoulement, l'autre côté en était réduit, avant l'avènement de l'ère analytique, aux seules extériorisations et aux seules manifestations indirectes et symptomatiques, la plupart du temps de nature émotionnelle. Ce n'était que dans les moments où un affect prenait le dessus que des bribes des contenus idéatifs ou imagés de l'inconscient faisaient surface.
Mais ces circonstances ne pouvaient manquer d'entraîner dans leur sillage une conséquence inséparable de toute explosion affective, le moi s'identifiant alors momentanément aux teneurs brutalement extériorisées, quitte d'ailleurs l'affect passé à les révoquer aussi brusquement. Quand on considère à l'occasion la tête froide, tout ce qui peut émerger, tout ce qu'on peut être amené à proférer au cours d'un affect, on ne saurait guère ne pas y voir les éléments d'une folle aventure. Mais on le sait, on les oublie vite, ou même on a tendance à les nier. Il faut naturellement tenir compte de ces mécanismes de dévaluation et de négation si l'on aspire à une attitude objective. L'habitude qu'a le conscient d'interrompre le cheminement des éléments intérieurs, de les corriger, de les critiquer et de les remanier, est déjà traditionnellement très forte. Or, en règle générale, elle sera encore renforcée par la peur que l'on ne veut avouer ni aux autres, ni à soi-même, peur de certaines vérités qui, reconnues, s'apprennent notre point de vue coutumier des choses, peur de découvertes dangereuses pour notre paresse et notre inertie, de constatations désagréables. En bref, peur de toutes ces choses qui incitent tant d'êtres à éviter comme la peste de rester seuls avec eux-mêmes. On dit que c'est faire preuve d'égoïsme ou qu'il est malsain de s'occuper de soi-même. On dit qu'on est pour soi-même la plus mauvaise des sociétés. La solitude rend mélancolique. Voilà les brillants témoignages dont se voit accablée notre nature humaine. Ils sont caractéristiques de notre mentalité occidentale. Mais quiconque, à ce point de vue, n'imagine sans doute jamais le plaisir douteux que doivent éprouver les autres personnes à vivre en la compagnie de ces couards qui ne sont même pas capables de se supporter eux-mêmes. Nous sommes partis de la constatation que, au cours d'un affect, on livre souvent involontairement les vérités de l'autre côté. C'est pourquoi il est indiqué d'utiliser ces moments d'émotion pour donner à l'autre côté l'occasion de s'exprimer. C'est pourquoi l'on pourrait dire qu'il faut se cultiver dans l'art de se parler à soi-même au sein de l'affect et d'utiliser celui-ci en tant que cadre de dialogue, comme si l'affect était précisément un interlocuteur qu'il faut laisser se manifester en faisant abstraction de tout esprit critique. Mais ceci, une fois accompli, l'émotion ayant en quelque sorte jeté son venin, il faut alors consciencieusement soupeser ses dires comme s'il s'agissait d'affirmations énoncées par un être qui nous est proche et cher. Il ne faut d'ailleurs pas s'arrêter en cours de route, les thèses et les antithèses devant être confrontées les unes avec les autres jusqu'à ce que la discussion ait engendré la lumière et acheminé le sujet vers une solution satisfaisante. Pour ce qui est de cette dernière, seul le sentiment subjectif pourra en décider. Naturellement, en pareil débat, biaiser avec soi-même et chercher des faux fuyants ne nous servirait de rien. Cette technique de l'éducation de l'anima présuppose une honnêteté et une loyauté pointilleuse à l'adresse de soi-même, et un refus de s'abandonner de façon prématurée à des hypothèses concernant les desiderata ou les expressions à attendre de l'autre côté. Il nous faut nous arrêter encore à cette crainte que nous, les Occidentaux, entretenons à l'égard de l'autre côté. Il nous faut en effet nous avouer, en faisant abstraction du fait même qu'elle est une réalité existante, qu'elle n'est pas dénuée de tout fondement. Nous n'avons aucune difficulté à comprendre la peur de l'enfant ou du primitif devant les mystères du vaste monde. Or, c'est la même peur que nous éprouvons sur le versant intérieur de notre être, où nous sommes encore pareils à des enfants balbutiants. Ainsi, cette angoisse de l'autre côté, nous l'éprouvons comme une émotion, comme un affect, sans nous douter qu'elle est la peur d'un monde qui nous demeure invisible. Envers ce dernier, nous avons tout au plus ou de simples préjugés théoriques ou des représentations superstitieuses. Notre situation n'est vraiment pas enviable. Ainsi, nous ne pouvons même pas prononcer le terme d'inconscient
en présence de certaines personnes, fussent-elles cultivées, sans nous voir aussitôt accusés de mysticisme. Or, il faut bien avouer que la peur de l'autre côté est fondée dans la mesure où notre conception rationnelle des choses, avec ses sécurités morales et scientifiques, auxquelles on s'accroche avec tant de passion, précisément parce qu'elles sont douteuses, se trouve ébranlée par les données qui proviennent de l'autre côté. Si on pouvait y couper la formule emphatique du Philistin quieta non mover, serait la seule vérité recommandable. Ceci m'amène à souligner expressément que je ne recommande à personne de s'adonner à la technique que je viens de décrire comme si celle-ci était utile, voire nécessaire. Je ne puis la recommander qu'aux personnes qui sont contraintes de l'employer sous l'emprise de la dure nécessité, c'est-à-dire qui en ont réellement besoin. Les degrés de conscience et de maturité, on le sait, sont innombrables. Et il est des vieillards qui meurent sans être jamais sortis d'un état mental voisin de celui du nourrisson. Et en l'an du Seigneur 1927, on trouve encore des troglodytes. Il y a des vérités qui ne seront vraies qu'après-demain, d'autres qui l'étaient hier encore. Enfin, il y en a d'autres qui ne le seront jamais. Je pourrais toutefois imaginer qu'un être s'adonne à cette technique, poussé par une espèce de sainte curiosité, un adolescent par exemple, qui cherche à acquérir des ailes non parce que ses jambes sont paralysées, mais parce qu'il a la nostalgie des hautes sphères. Mais un adulte qui a senti fondre tant et tant de ses illusions au feu de la vie ne condescendra sans doute que forcé et contraint à ce qu'il éprouve comme une humiliation intérieure. Il trouve que c'est se mortifier par trop que s'abandonner encore une fois au déroulement des peurs de l'enfance. Avouons que ce n'est point une petite affaire que se sentir assis entre deux chaises, celle d'un monde diurne, dont les idéaux sont ébranlés et dont les valeurs sonnent creux, et celle d'un monde nocturne, mu par une fantasmagorie apparemment insensée. Cette situation, à cheval entre les deux mondes, est en fait tellement lourde à supporter qu'il n'est d'être qui, en l'occurrence, ne tende des bras désespérés vers quelque sécurité, même si la sécurité qui s'offre à lui n'est qu'une sécurité rétrograde, comme par exemple celle que représente la mère qui protégeait son enfance des angoisses, de la nuit et de l'obscurité. Quiconque éprouve de l'angoisse a besoin d'un appui, d'un soutien. C'est pourquoi l'esprit primitif, obéissant à cette nécessité psychologique, on ne peut plus intense et profonde, a déjà créé en quelque sorte, sécrété des doctrines religieuses incarnées dans sorciers et prêtres. Hors de l'Église, pas de salut, traduit une vérité toujours valable, au moins pour ceux qui peuvent y avoir recours. Pour tous les autres, pour lesquels ce recours à la foi traditionnel de leur enfance demeure impossible, il ne leur reste que la possibilité de dépendre d'un autre être. Ce qui me semble constituer une dépendance à la fois on ne peut plus humble, on ne peut plus fière, on ne peut plus faible, on ne peut plus forte. Que dire dès lors dans cette perspective aux protestants? Il n'a plus ni église, ni prêtre. Il n'y a plus que Dieu. Mais son Dieu lui-même lui apparaît vacillant et douteux. Le lecteur se demandera, étonné, mais à quoi faut-il donc s'attendre avec l'anima pour que l'affronter nécessite de tels efforts d'assurance et de réassurance? Je voudrais recommander à mon lecteur d'étudier une histoire comparée des religions en animant les récits qu'on y trouve, et qui sont comme morts pour le lecteur habituel, en les remplissant de cette vie émotionnelle que devaient éprouver les croyants qui vivaient leur religion. De la sorte, par ce truchement, le lecteur éprouvera une impression approximative de ce qui vit et de ce qui se trouve de l'autre côté. Car les religions anciennes, avec leurs symboles cruels ou bons, ridicules ou solennels, ne sont pas nées d'un ciel serein, mais ont été créées par et dans cette âme humaine, telle qu'elle fut depuis toujours et telle qu'elle vit en ce moment en chacun de nous. Toutes ces choses, par leur structure de base, par leurs formes archétypes, vivent en nous et peuvent à tout moment fondre sur nous avec la puissance destructrice d'une avalanche, à savoir sous forme de suggestion de masse contre laquelle l'individu isolé est sans défense. Nos dieux terrifiants ne se sont prêtés qu'à un changement de nom et leurs nouvelles appellations riment en ismes.
Quelqu'un aurait-il le front de prétendre que la guerre mondiale ou le bolchevisme, avec leur cortège de catastrophes, ont été des trouvailles ingénieuses? De même que extérieurement nous vivons dans un monde où à tout moment un continent peut s'effondrer, un pôle se déplacer, une nouvelle épidémie d'éclater, de même intérieurement nous vivons dans un monde où un cataclysme comparable peut survenir, certes uniquement sous forme d'idéologie, avec pour point de départ une idée, mais cette forme n'en est pas moins dangereuse et imprévisible. La non-adaptation à notre cosmos intérieur est une lacune susceptible d'avoir des conséquences tout aussi néfastes que l'ignorance et l'incapacité dans le monde extérieur. Seule d'ailleurs une parcelle minime de l'humanité, celle qui, pour l'essentiel, habite dans cette péninsule surpeuplée de l'Asie qui s'avance dans l'océan Atlantique et qui s'arroge le titre de civilisée, en est venue, conséquence d'un contact insuffisant avec la nature, à l'idée que la religion est un étrange dérangement mental au but inexplicable. Vu de loin, du centre de l'Afrique ou du Tibet, il semble au contraire que cette parcelle de l'humanité, inversant les choses, a projeté sur les peuples aux instincts encore sains le dérangement mental singulier dont elle est inconsciente. Les éléments du monde intérieur nous influencent subjectivement, de façon d'autant plus puissante qu'ils sont inconscients. Aussi pour quiconque est désireux d'accomplir un progrès dans sa propre culture, et n'est-ce pas chez l'individu isolé que la culture commence, est-il indispensable d'objectiver en lui les efficacités de l'anima, afin de tenter de découvrir quels sont les contenus psychiques à l'origine des efficiences mystérieuses de l'âme. De la sorte, le sujet acquerra adaptation et protection contre les puissances invisibles qui vivent en lui. Cette adaptation, naturellement, ne saurait se faire sans concession aux nécessités et aux conditions des deux mondes intérieurs et extérieurs. C'est en tenant compte des exigences des mondes internes et externes, et pour mieux dire, en assumant leurs conflits, que s'esquisseront les profils du possible et du nécessaire. Malheureusement, notre esprit occidental, en conséquence de son manque de culture dans cette perspective, n'a même pas encore trouvé une notion et encore moins une dénomination pour exprimer l'union des contraires à mi-chemin, cette cheville ouvrière fondamentale de l'expérience intérieure, telle que l'exprime par exemple le Tao des Chinois. Une telle union des contraires constitue à la fois le fait le plus individuel et l'accomplissement le plus rigoureux, le plus universel de la vie en nous et de son sens. Dans les descriptions qui précèdent, je n'ai considéré jusqu'à présent que la psychologie masculine. L'anima est féminine. Elle est uniquement une formation de la psyché masculine et elle est une figure qui compense le conscient masculin. Chez la femme, à l'inverse, l'élément de compensation revêt un caractère masculin, et c'est pourquoi je l'ai appelé l'animus. Si déjà décrire ce qu'il faut entendre par anima ne constitue pas précisément une tâche aisée, il est certain que les difficultés augmentent quand il s'agit de décrire la psychologie de l'animus. Le fait qu'un homme attribue naïvement à son moi les réactions de son anima, sans même être effleuré par l'idée qu'il est impossible pour quiconque de s'identifier valablement à un complexe autonome, ce fait qui est un malentendu se retrouve dans la psychologie féminine dans une mesure, si faire se peut, plus grande encore. C'est cette identification avec un complexe autonome qui rend compte pour l'essentiel de la difficulté qu'il y a à comprendre et à écrire ce problème de l'anima et de l'animus, même en faisant abstraction de ces dimensions inconnues et de l'obscurité qui l'entoure. Nous procédons toujours de l'idée simpliste que nous sommes le seul maître dans notre propre maison. Notre compréhension doit d'abord se familiariser avec la pensée que même dans la vie la plus intime de notre âme, tout se passe comme si nous vivions dans une espèce de demeure qui, pour le moins, présente des portes et des fenêtres qui ouvrent sur un monde dont les objets et les présences agissent sur nous sans que nous puissions dire pour cela que nous les possédons. Nombreux sont les êtres pour lesquels ce préalable offre beaucoup de difficultés.
Ils ont la même difficulté à l'accepter qu'à accepter vraiment et à comprendre que leur proche n'a pas nécessairement la même psychologie qu'eux-mêmes. Le lecteur pense peut-être que cette dernière remarque est quelque peu exagérée parce que l'on a en général conscience des diversités et des différences individuelles, mais il faut tenir compte du fait que notre psychologie consciente individuelle a émergé d'un état originel d'inconscience et par conséquent de non-différenciation, établi que Lévi-Bruhl a désigné sous le nom de participation mystique. Il s'ensuit que la conscience des différences est une acquisition relativement tardive de l'humanité, et qu'elle ne concerne probablement qu'un fragment relativement petit prélevé sur une masse beaucoup plus considérable dont on ne saurait précisément l'étendue d'identité primitive. La différenciation constitue l'essence même de la condition sine qua non du conscient. C'est pourquoi tout ce qui est inconscient reste indifférencié, et tout ce qui se déroule inconsciemment procède d'une indifférenciation. L'appartenance ou la non-appartenance au soi des éléments en cause demeure totalement indéterminée. On ne saurait préciser a priori s'ils résident en moi, s'ils procèdent de l'être du partenaire, s'ils gisent seulement chez l'un des deux ou chez les deux. Le sentiment en cette matière est lui aussi un principe insuffisant d'orientation. Il serait faux d'attribuer ipso facto aux femmes un conscient inférieur à celui des hommes. Leur conscient est seulement différent du conscient masculin. Mais de même que la femme a souvent clairement conscience de choses ou de circonstances au sein desquelles l'homme cherche péniblement à y voir et à discerner sa voie à tâtons, de même il existe naturellement des domaines de l'expérience et du vécu où l'homme se sent parfaitement à son aise alors qu'il demeure encore plongé, pour la femme, dans les ténèbres de l'indifférenciation. La femme ne les distingue même pas. Il s'agit en général de domaines qui ne retiennent guère son intérêt. En règle générale, les rapports personnels présentent à ses yeux plus d'intérêt et d'importance que les données ou les rapports objectifs. Les vastes domaines de l'économie, de la politique, de la technique et de la science, tous les domaines où a fait merveille l'esprit masculin qui s'y est appliqué, restent pour la femme dans une pénombre de conscience, alors qu'à l'opposé, elle édifie en général une conscience étendue des interrelations personnelles dont les nuances infinies en général échappent à l'homme. C'est pourquoi il y a lieu de s'attendre à trouver dans l'inconscient de la femme des structures et des aspects essentiellement différents de ceux que présente l'inconscient de l'homme. Pour décrire en bref ce qui fait la différence entre l'homme et la femme à ce point de vue, donc ce qui caractérise l'animus en face de l'anima, disons, alors que l'anima est la source d'humeur et de caprice, l'animus, lui, est la source d'opinion. Et de même que les sautes d'humeur de l'homme procèdent d'arrière-plans obscurs, les opinions acerbes et magistrales de la femme reposent tout autant sur des préjugés inconscients et des a priori. Les opinions de l'animus ont très souvent le caractère de convictions solides, qui ne sont pas faciles à ébranler, ou de principes d'allure intouchable, de valeur apparemment infaillible. Si nous soumettons ces opinions à l'analyse, nous nous heurtons tout d'abord aux préjugés inconscients qui les motivent et qu'il nous faut interférer. Je veux dire que la femme sent et pense les opinions acerbes qu'elle émet comme si ces préjugés existaient réellement. En réalité, ces opinions ne sont ni motivées ni le fruit d'un acte de pensée. Elles existent toutes faites, comme préfabriquées et prêtes à la consommation. Elles sont présentes dans l'être mental de la femme, qui les formule et les répète parce qu'elles ont dans son esprit un tel caractère de réalité et une telle force de conviction immédiate qu'elle n'est même pas effleurée par l'idée de les soumettre à la possibilité d'un simple doute. On serait peut-être tenté de supposer que l'animus sur le mode de l'anima se personnifie sous les traits d'un homme. Mais comme l'expérience le montre, cela n'est vrai que de façon conditionnelle, car de la manière la plus inattendue, intervient chez la femme une circonstance qui détermine une situation psychologique fondamentalement différente de celle de l'homme. Si chez l'homme, l'anima apparaît sous les traits d'une femme, d'une personne, chez la femme, l'animus s'exprime et apparaît sous les traits d'une pluralité. Dans
le père de Christine Albert, déjà cité, de Wells. L'héroïne est soumise dans tous ses actes, et jusqu'au plus insignifiant, à une instance morale supérieure qui lui dicte, de façon sèche et précise, avec une dureté implacable et un manque absolu d'imagination, ce qu'elle doit faire et pourquoi elle doit le faire. Wells nomme cette instance une Court of Conscience. Cette assemblée de plusieurs juges en exercice, cette espèce de sacré collège moral qui profère décrets et jugements, voilà ce qui correspond à une personnification de l'animus. L'animus est quelque chose comme une assemblée de pairs ou d'autres porteurs de l'autorité, qui tiennent des conciliabules et qui émettent ex cathedra des jugements raisonnables, inattaquables. Mais à y regarder de plus près, ces jugements prétentieux sont pour l'essentiel un amoncellement de mots et d'opinions qui se sont accumulés dans l'esprit de la petite fille, puis de l'adolescente depuis l'enfance, et qui, recueillis, choisis et collectionnés peut-être inconsciemment, finissent par former un canon, une espèce de code de vérité banale, de raison et de choses comme il faut. Cette codification du raisonnable correspond donc à une réserve de préjugés, et dès qu'un jugement conscient, compétent et valable manque, ce qui dans les complications de la vie est souvent le cas, il y est fait appel comme un arsenal inépuisable d'opinions disparates où l'on trouvera celle qui semblera convenir à la situation donnée. Ces opinions apparaîtront tantôt sous forme de ce qu'il est convenu d'appeler le bon sens, tantôt sous forme de principes, emblèmes de l'éducation reçue. Et la femme dira par exemple « c'est ainsi que cela s'est fait depuis toujours » ou encore « mais tout le monde dit que ». Naturellement, l'animus sera tout aussi fréquemment projeté que l'anima. Mais sur qui et sur quoi va-t-il être projeté? Les hommes sur qui l'animus est le plus susceptible de se projeter, les plus aptes par suite à servir de réceptacle à la projection de l'animus, devront être d'un genre tel que la femme en mal de projection puisse y voir une réédition vivante du bon Dieu, des hommes qui savent tout, qui comprennent tout. Ou bien il s'agira de novateurs méconnus, disposant de grands charmes rhétoriques où l'humain, trop humain, ne s'entrelacera que trop fréquemment avec une terminologie pompeuse du genre du vécu créateur. Car ce serait en effet caractériser insuffisamment l'animus que de n'y voir qu'une manière de conscience collective conservatrice. L'animus est aussi un novateur, qui, tout à l'opposé de ses opinions codifiées par l'usage, témoigne d'une incroyable faiblesse pour les termes inconnus et difficilement compréhensibles, pour les grands mots qui suppléent de la façon la plus séduisante à ce que la femme ressent être particulièrement odieux, à savoir la réflexion. À l'instar de l'anima, l'animus est un amant jaloux, à même de substituer à un être réel l'opinion qu'il se fait de lui, opinion dont les bases absolument critiquables ne seront jamais soumises à la moindre critique. Les opinions de l'animus sont toujours de nature collective. En tant que telles, elles sont aux antipodes de la dimension de l'individu et de la dimension que requiert son appréciation individuelle. Elles forment, de la femme à l'homme, un écran en tout point comparable à celui qu'avec ses anticipations et ses projections de sentiments, l'anima glisse de l'homme à la femme. Dans la mesure où la femme est jolie, les opinions de son animus sont pour l'homme quelque chose d'enfantin et de touchant qui l'incite à une attitude bienveillante de guide et d'éducateur paternel. Mais dans la mesure où le côté sentimental de l'homme ne se sent pas concerné par le charme de la femme en question, dans la mesure où le charme féminin ne constelle pas à la disponibilité sentimentale chez l'homme, celui-ci escompte chez la femme compétence et aide valable et non plus incapacité touchante et bêtise solennelle. Dès lors, les opinions toutes faites de l'animus de la femme ont aux yeux de l'homme quelque chose de suprêmement irritant, surtout à cause de leur manque de fondement. Dans la bouche de la femme, l'homme perçoit trop d'opinions pour l'amour de l'opinion, opinions trop souvent formulées seulement pour avoir dit quelque chose. En général, quand les choses en sont arrivées là, les hommes deviennent virulents, car c'est une constatation inébranlable que l'animus détermine l'intervention, l'entrée en jeu de l'anima, et vice-versa aussi naturellement.
ce qui rend sans espoir toute continuation de la discussion. Chez les femmes intellectuelles, l'animus suscite des arguments et des raisonnements qui voudraient être logiques et critiques, mais qui, pour l'essentiel, se bornent la plupart du temps à ceci. Un point faible, qui est que secondaire, sera transformé au prix d'un contresens en la thèse essentielle. Ou encore, une discussion claire en soi se verra compliquée à l'extrême par l'adjonction de nouveaux points de vue, qui à l'occasion n'ont rien à faire avec la discussion en cours. À leur insu, de telles femmes ne poursuivent qu'un seul but, irriter l'homme et le faire sortir de ses gonds, le but inconscient de la manœuvre étant qu'à travers la discussion, voire l'éclat, elles n'en seront que d'autant plus rejetées psychologiquement vers leur animus et soumises à sa toute-puissance. Malheureusement, j'ai toujours raison, m'avoua une fois une femme de ce type. Ces diverses manifestations, aussi fréquentes que désagréables, ont pour seule et unique cause l'extraversion de l'animus. Le rôle de l'animus est de rendre possible la relation entre le moi féminin et l'inconscient, et il ne devrait pas être mêlé aux fonctions conscientes de relation. En face d'une situation extérieure donnée, au lieu de s'abandonner à des opinions toutes faites qui vous viennent à l'esprit, armées de pied en cap, il y a lieu de faire appel à l'effort conscient de réflexion. C'est en face des situations intérieures que l'animus, fonction inspiratrice de l'esprit féminin, doit avoir son terrain d'élection, laissant émerger les contenus de l'inconscient. La technique de la confrontation entre le moi conscient et l'animus est dans son principe la même que dans le cas de l'anima, avec cette différence toutefois que ce ne sont plus des fantasmes et des caprices, mais des opinions que la femme doit considérer d'un œil critique, non certes pour les refouler, mais pour étudier leurs origines, afin de pénétrer dans leurs arrière-plans obscurs, arrière-plans où elle rencontrera leurs images originelles, de façon tout à fait parallèle à ce qui se passe chez l'homme dans sa confrontation avec l'anima. L'animus est une manière de condensation de toutes les expériences accumulées par la lignée ancestrale féminine au contact de l'homme. Mais pas seulement cela. L'animus est aussi un être créateur, une matrice, non pas dans le sens de la créativité masculine, mais dans le sens qu'il crée quelque chose que l'on pourrait appeler un logos spermaticos, un verbe fécondant. De même que l'homme laisse sourdre son œuvre, telle une créature dans sa totalité, à partir de ce monde intérieur féminin, de même, le monde intérieur masculin de la femme apporte des germes créateurs qui sont en état de faire fructifier le côté féminin de l'homme. C'est là l'origine de la femme inspiratrice, qui, si elle est mal formée, recèle aussi en elle la possibilité de devenir la pire des viragos. Au nom des grands principes et de ses ratiocinations, elle ferait battre des montagnes. Un animus hound, un animus qui est une véritable carne, comme me le dit une fois une de mes malades. Une femme possédée par son animus est toujours en danger de perdre sa féminité, son personnage féminin adapté, exactement comme l'homme dans des circonstances analogues risque de devenir efféminé. De telles transformations, de telles inversions psychologiques du sexe d'un être proviennent uniquement de ce qu'une fonction, dont la vocation est d'être intérieure, se trouve déroutée vers l'extérieur. Naturellement, le motif de ce renversement réside dans une reconnaissance insuffisante, voire dans la non-reconnaissance, du monde intérieur qui fait contrepoids de façon autonome au monde extérieur et qui pose, pour ce qui est de l'adaptation, des exigences aussi considérables que ce dernier. En ce qui concerne la pluralité de l'animus, qui s'oppose ainsi à la personnalité une de l'anima, ce fait singulier me semble devoir être compris en corrélation avec l'attitude consciente. L'attitude consciente de la femme est en général bien plus personnellement exclusive que celle de l'homme. Le monde des femmes se compose de pères et de mères, de frères et de sœurs, de maris et d'enfants. Hors de leur cercle à elles,
Le reste du monde leur semble se composer de familles analogues qui se côtoient et se font des courtoisies, mais qui au demeurant et pour l'essentiel ne s'intéressent qu'à elles-mêmes. Le monde de l'homme, au contraire, c'est le peuple, l'État, les affaires et les entrecroisements d'intérêts. Pour lui, la famille est simplement un chaînon de la chaîne, un moyen vers un but, un des fondements de l'État, et sa femme n'est pas nécessairement la femme, en tout cas pas la femme dans le sens qu'elle exprime en disant mon mari. Pour l'homme, le général est plus proche que le personnel. C'est pourquoi son monde se compose d'une multiplicité de facteurs coordonnés, alors que la femme, dès qu'elle regarde par-delà son mari, sent sa vision du monde se heurter à une espèce de brouillard cosmique où elle se perd. C'est en raison de ces circonstances que, par compensation, l'anima de l'homme est marqué au coin d'un exclusivisme passionné et que l'animus de la femme s'exprime par une pluralité indéterminée. Tandis que l'homme voit à travers son imagination flotter devant ses yeux la silhouette pleine de signification et finement découpée d'une Circé ou d'une Calypso, l'animus de la femme sera au contraire exprimé par un personnage comme le Hollandais volant ou autre spectre voguant par les mers du globe et qui est à la fois insaisissable et protéiforme. De telles images de l'animus apparaissent en particulier dans les rêves, alors que dans la réalité concrète, l'animus pourra être incarné par un chanteur de charme, un champion de boxe ou tout autre grand homme habitant de préférence dans les villes lointaines. Ces deux figures, l'anima et l'animus, personnages de pénombre et de clair-obscur, qui sont comme les sentinelles des sombres arrière-plans, pour employer la terminologie pompeuse en honneur chez les théosophes, on pourrait dire d'eux qu'ils sont en vérité les semi-grotesques gardiens du seuil, ont des aspects presque inépuisables dont la description exigerait des volumes. Leurs complications et leurs enchevêtrements sont riches comme le monde, et s'étendent sur le monde tout entier, à l'instar de leur corollaire conscient, la persona, de diversité infinie. L'anima et l'animus se situent à la limite supérieure du clair-obscur de l'être, ce qui nous permet tout juste de discerner que le complexe autonome que chacun constitue est au fond une fonction psychologique, qui usurpe, ou pour mieux dire, qui possède encore, le caractère d'une personnalité grâce à l'autonomie dont elle jouit et à son manque de développement psychologique. Mais nous entrevoyons déjà la possibilité de détruire sa personnification en la transformant grâce à la prise de conscience en une manière de passerelle qui mène vers l'inconscient. C'est parce que nous ne les utilisons pas consciemment et intentionnellement comme fonction que l'anima et l'animus sont encore des complexes personnifiés. Aussi longtemps qu'ils se trouvent dans cet état, ils doivent être reconnus et acceptés en tant que personnalités parcellaires relativement indépendantes. Ils ne peuvent pas s'intégrer au conscient tant que leurs contenus sont ignorés de celui-ci. La confrontation doit amener leur contenu au grand jour, et ce n'est que lorsque ce travail aura suffisamment progressé, ce n'est que lorsque le conscient aura acquis une connaissance suffisante des processus de l'inconscient qui s'expriment et se reflètent dans l'anima, que celle-ci pourra être ressentie comme une simple fonction. Je n'attends naturellement pas de tout lecteur qu'il saisisse sans difficulté ce que j'entends par animus et anima. Cependant, j'espère pour le moins, qu'il a compris qu'il ne s'agit en rien de notions métaphysiques, mais de données empiriques que l'on parvient au prix de quelques difficultés, il est vrai, à exprimer en langage rationnel et abstrait. Autant que faire se pouvait, j'ai évité un langage par trop abstrait, parce qu'en ces domaines qui ont été jusqu'à présent si impénétrables à notre expérience, il s'agit beaucoup moins de rechercher la formule intellectuelle frappante que d'amener le lecteur à dégager une image vivante des possibilités réelles d'expérience. Car nul ne peut comprendre réellement ces données tant qu'il ne les a pas lui-même vécues. C'est pourquoi je me suis efforcée d'indiquer les possibilités de faire des expériences de cet ordre et de montrer les voies qui y mènent, bien plus que d'édifier des concepts intellectuels qui, n'étant pas étoffés, meublés d'expériences vécues, resteraient forcément des mots vides. Malheureusement,
Il n'y a que trop d'êtres qui apprennent des mots par cœur, pensant qu'il leur est loisible d'imaginer les expériences qui leur font défaut, et qui se croient alors autorisés à manifester leur opinion selon leur humeur et leur tempérament, qu'elle soit approbatrice ou critique. Or, dans ce que nous venons de décrire, il est question d'une nouvelle façon d'aborder les choses, d'un domaine de l'expérience psychologique tout neuf, quoiqu'il soit vieux comme le monde, au sujet duquel nous ne pourrons édifier une théorie valable que lorsqu'un nombre suffisant de chercheurs et d'humains auront expérimenté et médité les données psychologiques en cause. On découvre toujours tout d'abord des faits et non des théories. Celles-ci naissent toujours de la discussion entre des esprits compétents.